Il y a bientôt 3 ans, je vous avais fait une vidéo que j'avais appelée l'industrie du cancer, dans laquelle je vous parlais déjà de personnes qui avaient trouvé des remèdes efficaces et peu coûteux contre le cancer, mais à qui on avait mis beaucoup de bâtons dans les roues pour les faire taire. Alors je vous invite à aller la regarder avant celle-ci si ce n'est pas déjà fait, je vous la mets ici et en barre d'infos, parce qu'il y a plusieurs choses que je ne vais pas répéter ici dans cette vidéo. Donc cette vidéo est une suite logique, et les histoires que je vais vous raconter, je les ai trouvées dans le livre de Claire Sévrac dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo Alimentation et mensonges. Donc encore une fois, la luminosité est telle qu'on ne voit pas grand chose. Le livre s'appelle Crimes alimentaires organisés, leur poison vous entraîne à la mort. C'est clair, merci. Donc vous irez checker en barre d'infos, mes 2 vidéos en question vont être là. Ça fait des années que la chimiothérapie est dénigrée par de nombreux cancérologues à travers le monde. En 1956, le professeur Hardin Jones avait déjà communiqué à la presse des résultats alarmants d'une étude sur le cancer qu'il avait menée durant 23 ans. C'est pas rien. Auprès des cancéreux. Et il concluait à l'époque que les patients non traités ne mouraient pas plus vite que ceux qui recevaient la chimiothérapie, bien au contraire. Les patients qui ont refusé tout traitement ont vécu en moyenne 12 ans et demi. Et ceux qui se sont soumis au traitement traditionnel ont vécu seulement 3 ans en moyenne. La chimio est surtout promue par les labos qui la vendent. Et c'est normal qu'ils la promouvoient, ils vivent de ça. Un exemple que j'ai trouvé que la plupart des gens vont comprendre, pour ceux pour qui c'est pas encore clair, prenons les influenceuses beauté, à qui on donne une certaine somme d'argent pour qu'elles parlent du nouveau mascara révolutionnaire. Tout le monde dans ce cas-là est capable de remettre son avis en question. Tout le monde est capable de penser « ouais mais si la fille elle est payée pour dire du bien de ce mascara, comment on peut être sûr que son avis n'est pas biaisé ?» Et quand il s'agit de choses aussi peu importantes, tout le monde est capable en fait de voir comment ça fonctionne. Mais quand il s'agit de traitement, alors là, c'est pas pareil. Et oui, c'est pareil, sauf que c'est à une échelle beaucoup plus grande et beaucoup plus grave. Jamais un médecin qui touche une commission pour prescrire tel ou tel traitement ne te dira que c'est pas bon pour toi. Bon, sauf peut-être ceux qui sont prêts à perdre leur emploi. Beaucoup de gens ont une confiance aveugle en leur médecin. Hey, 7 ans de médecine, ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils disent, ils savent de quoi ils parlent, et ils pensent encore que leur médecin choisit en son âme et conscience le meilleur traitement possible pour leurs patients. Ils pensent et ils se disent que si un traitement alternatif était vraiment si efficace que ça, leur médecin leur en parlerait. Ça se saurait, tu sais, on le dirait à la télé. Sauf que ça fait près d'1 siècle qu'on peut guérir du cancer sans la chimio, et t'es pas prêt d'entendre la bonne nouvelle au journal de TF1. Donc, la plupart des traitements alternatifs, quelles que soient les preuves de leur efficacité, et même s'ils n'ont aucun effet secondaire, sont interdits, bannis, dénigrés. Les naturopathes sont des fous à enfermer. Ils doivent quasiment s'excuser, les naturopathes, quand ils disent que c'est bon de manger une pomme à jeun, tu sais. Et depuis les dernières dizaines d'années, les cancérologues qui veulent déroger à tout ce système mis en place doivent s'expliquer en long, en large et en travers, et bien sûr ils encourent tous les ennuis possibles. Donc aujourd'hui je vous raconte 2 histoires qui risquent de beaucoup vous frustrer. Voici l'histoire du docteur André Gernez. Né en 1923 dans le nord de la France, il a son bac avec mention à 14 ans, par dérogation ministérielle. À 21 ans, il devient médecin militaire en 1944, le plus jeune médecin de France à l'époque. André Gernez a été chercheur à la Fondation Curie à Paris, qu'il a envoyé dans 3 des plus grands centres de recherche du monde, au Royaume-Uni, en Suède, aux États-Unis. Toute sa vie, il s'est distingué par son intelligence, sa force de travail, sa droiture, son indépendance et son dévouement. Pour faire progresser la recherche médicale, le docteur Gernez préconisait une cure annuelle en prévention, donc pour éviter au possible le cancer, dans l'idéal à partir de l'âge de 40 ans. En gros, il préconisait une restriction alimentaire avec réduction des sucres, du sel, des matières grasses d'origine animale, une supplémentation en vitamines et minéraux et le jeûne.
Je vous laisserai aller voir tous les détails de son protocole anti-cancer si ça vous intéresse. Ça sera un petit peu compliqué à vous expliquer tout ça ici, là. Sans rentrer dans tous les détails scientifiques, parce que c'est pas mon domaine du tout, ne m'en tenez pas rigueur. Il y a des substances qui sont anticancéreuses. Le magnésium, la vitamine C et D, le sélénium, parce qu'elles sont utiles aux cellules souches normales, donc non cancéreuses, mais pas aux cellules cancéreuses. En 1969, une étude sur la base de son protocole est lancée à l'Institut de toxicologie de l'Université de Paris dans le but de valider ou non sa théorie. Le docteur Gack, en charge de l'étude, annonce à Gernaise que les résultats sont positifs. Mais personne ne le saura. Les résultats ne sont pas rendus publics. En 1971, les Américains lançaient le plan anti-cancer. Le président Richard Nixon prédit une victoire sur le cancer dès 1976. Est-ce que c'était un bluff électoral? Peut-être. Par contre, cette déclaration s'appuyait sur les découvertes du docteur André Gernaise. La même année, une étude de l'INSERM confirmait sa théorie de prévention active du cancer et démontrait que le cancer pouvait être évité dans 93% des cas. En 1979, il reçoit la médaille Hans Adalbert Schweigart, mon accent est écœurant, pour sa découverte sur la théorie unifiée du cancer. Le jury était composé de 40 prix Nobel, pas n'importe qui. La Société d'encouragement au progrès lui décerne la médaille d'or en 2007 pour l'ensemble de ses travaux. Et en 2012, il reçoit la grande médaille d'or. Donc André Gernaise, c'était pas n'importe qui. Mais si sa méthode avait été adoptée, elle aurait abouti à une large éradication du cancer. Et qui dit effondrement du cancer, dit effondrement de Big Pharma, bien sûr. Vous l'avez trouvé. Puis un allongement de la durée de vie des gens rendrait difficile le paiement des retraites, tout ça. Bref, les événements s'enchaînent et Gernaise se retrouve exclu du monde scientifique. Il est reconnu par de nombreux scientifiques dans le monde entier, mais bon, la France refuse de lui rendre hommage. C'est un immense chercheur visionnaire et personne ne parle de lui en fait. On devrait tous connaître son nom. Secret d'État. Par ses travaux, il remettait en cause tout le modèle de pensée universitaire. Les découvertes de Gernaise permettent de contrôler, de réguler, voire d'éradiquer le cancer, mais aussi la sclérose en plaques, la schizophrénie, l'asthme, les allergies, la maladie de Parkinson, l'Alzheimer, et j'en passe. Sa procédure préventive n'a pas été rendue publique. Plus de 4500 médecins s'étaient préparés à utiliser sa méthode, mais ils ont reçu des menaces s'il l'appliquait. En 91, il demande sa radiation de l'ordre des médecins pour protester contre cette institution qui reconnaît ses travaux mais qui les garde dans l'ombre. Et sa requête prend effet 4 ans plus tard. Il décède le 8 janvier 2014 à l'âge de 90 ans, mais peu de temps avant sa mort, il laisse un dernier message que voici. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai fait mon travail, ça a duré plus de 70 ans. Toutes les autorités ont été prévenues et j'ai transmis régulièrement mes mémoires aux académies dont c'est la fonction d'informer le gouvernement. Tout ce que j'ai défini et proposé est aujourd'hui vérifié. Pourtant, le blocage continue. Les maladies dégénératives continuent leur ravage. C'est à chacun d'agir et d'exiger que les voies ouvertes par la prévention active des maladies dégénératives soient enfin suivies. On le sent vraiment découragé, et je le suis pour lui. Un peu comme s'il disait « Ok, là, j'ai tout fait pour vous, les copains, vous êtes bien gentils, mais arrangez-vous avec vos problèmes. » C'est comme ça que je le sens. J'ai donné ma vie pour vous apporter des preuves importantes. Vous voulez pas m'écouter? Bah, arrangez-vous, esti. La deuxième histoire est celle de Mirko Beljanski. Mirko Beljanski est né en 1923 dans un petit village du nord de l'actuelle Serbie. Il choisit de s'installer en France après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et il obtient la nationalité française en 1961. Le docteur Mirko, je vais l'appeler comme ça va être plus facile pour moi, étudie la biologie à l'université de la Sorbonne à Paris,
Et après avoir obtenu son doctorat en sciences, il est engagé par le CNRS en tant que biologiste et chercheur pour travailler à l'Institut Pasteur. Le docteur Mirko a été l'un des premiers biologistes à étudier l'ARN, une molécule qui joue un rôle dans la formation de l'ADN. Ça, on en a pas mal entendu parler aussi ces derniers temps. Ce qui va conduire à la cancérisation de la cellule. Pendant plus de 30 ans, il étudie plus particulièrement le fonctionnement de l'ARN et de l'ADN, qui ont des structures chimiquement proches, et il fait tout un tas de découvertes. Il publie aussi 133 articles dans des revues scientifiques. Il conçoit des compléments alimentaires capables d'apporter une aide efficace aux malades, sans aucun effet secondaire. Mais bon, plus le temps passe et plus ça devient difficile pour lui à l'Institut Pasteur, à cause notamment des divergences d'opinion avec le directeur. Donc il quitte l'Institut en 78, il n'a pas le choix le pauvre, on lui a barré l'accès. On lui a interdit l'accès. C'est grave. Donc bon, il rejoint ensuite la faculté de Châtenay-Malabry. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'en 1980, il découvre qu'un produit issu d'une plante d'Amérique du Sud, le Pao Pereira, a un pouvoir anticancéreux, qui en plus n'est absolument pas toxique pour les cellules saines. Ça agit seulement sur les cellules cancéreuses, contrairement à notre ami la chimio. L'année suivante, on lui confie une femme dont les diagnostics ne laissent aucune chance de survie à cause de ses métastases. Avec ses produits et de très faibles doses de rayons, elle guérit. En 86, un policier qui avait été contaminé par le VIH en faisant un bouche à bouche à un noyé qui vomissait du sang est officiellement détecté séropositif VIH et il devient le premier sidéen, donc personne contaminée au sida, à être traité par des produits Beljanski et sans avoir utilisé aucun autre traitement avec ça, sans aucun effet secondaire, il guérit. Le docteur Mirko s'est battu pour avoir une autorisation de mise sur le marché en France, mais bon, oublie ça. En 89, on réalise une expertise à la fac de médecine de Berne, en Suisse, et on conclut que le virus HIV est détruit à 99% par le seul produit issu de la plante qui vient d'Amérique du Sud dont je vous ai parlé plus tôt. Mais pour lui aussi, les ennuis vont commencer aussitôt qu'il va parler dans Paris Match et sur TF1. Il leur a affirmé qu'il avait un traitement efficace contre le cancer et le sida. En fait, l'industrie pharmaceutique a vu d'un très mauvais œil le fait que Mirko affirme qu'un extrait de plante était aussi un excellent antiviral, anti-sida en particulier, parce que les labos étaient en train de mettre au point leur trithérapie, si vous voulez. Donc il fallait pas qu'un extrait de plante naturelle vienne compromettre tous les bénéfices qu'ils espéraient faire. Le ministère de la Santé dépose une première plainte contre Mirko pour exercice illégal de la pharmacie qui débouchera sur un non-lieu. Un essai clinique est effectué sur 10 patients séropositifs VIH et les résultats flagrants sont publiés dans une revue scientifique allemande. En 93, le ministère de la Santé dépose à nouveau plainte contre lui pour exercice illégal, blablabla. L'affaire est jugée en 94 et bon, Mirko reçoit juste, entre guillemets juste, une amende, mais le directeur général de la santé dépose une troisième plainte. Il lâche pas l'affaire, motivé cette fois par l'absence d'autorisation de mise sur le marché concernant ses compléments alimentaires. Bref, Mirko n'a eu que des problèmes. Tout le temps soumis à des perquisitions, des saisies illégales. Son passeport lui a été retiré aussi. À sa retraite en 88, il s'est installé dans une vieille maison dans le Rhône avec sa petite équipe de scientifiques. Et le 9 octobre 96, au matin, 7 ou 8 quarts de gendarmes viennent enfoncer les portes de sa maison. Ils sont venus l'arrêter comme un criminel. Au passage, ils ont tout confisqué, hein. Les équipements, les cahiers de labo. Ils ont chargé 3 camions de gendarmerie entiers avec tout son matos. Et bien sûr, ils lui ont
passer les menottes, hein. Un gendarme consignera dans son rapport qu'ils avaient reçu l'ordre de détruire tous les documents qu'ils avaient saisis. Allez, on brûle toutes les preuves. Mirko était complètement détruit par cette injustice, par le stress aussi que ça engendrait depuis autant d'années. Il supportait plus en fait tous ces bâtons dans les roues et il a déclenché une leucémie aiguë. Une maladie qui est 100% mortelle. À son âge, il avait 74 ans quand même. Il meurt donc en octobre 98. Et ses détracteurs, hypocrites, étaient ravis de dire que ben là, si Beljanski disposait de produits efficaces, comment ça se fait qu'il n'a pas pu se soigner lui-même? On voit bien que c'est un charlatan, voyons. Sauf qu'on lui avait tout saisi. Tout ce qu'il possédait. Il s'est battu pendant 1 an, mais il est mort. Ça me rend dingue, ce genre d'histoire. Il avait choisi la France et ce pays lui a donné tous les problèmes possibles. Alors que des experts ailleurs en Europe et aux États-Unis saluaient son travail, il avait pourtant aidé à prolonger la vie de notre ami Mitterrand, alors qu'il avait un cancer au stade avancé quand même, pour qu'il puisse terminer son second mandat. Donc merci Mirko. Pour terminer cette vidéo qui est déjà un petit peu longue, j'espère que vous êtes encore là. Je voudrais parler d'une chose très importante qui est le dépistage systématique. Je vous mets un petit extrait de vidéo où Claire Sévrac avait invité le docteur Gérard Delépine, un chirurgien oncologue qui se bat depuis plus de 40 ans pour améliorer la prise en charge des malades atteints du cancer. Alors le dépistage d'un cancer est quelque chose de logique dans le principe, puisqu'on pense que si on prend une maladie tôt, on a davantage de chances de la guérir. Ouais. Cela était vrai il y a une quarantaine d'années avant l'arrivée des chimiothérapies. Et là-dessus, on a cru que si on les trouvait tôt, on pourrait guérir davantage de monde. Une des plus belles études prospectives et celle qui a le plus long recul actuellement est l'étude canadienne. Et il montre qu'on a, pour les femmes qui se dépistent, moins de chances de vivre que celles qui ne font pas le dépistage. Si je me fais dépister, est-ce que j'ai plus de chances de vivre que si je ne me fais pas dépister? On se rend compte que les femmes qui se font dépister ont une mortalité globale plus élevée que celles qui ne se font pas dépister. En effet, on sait que beaucoup de cancers sont des cancers qui sont in situ, qui ne bougent pas. Et si on n'y touche pas, vous mourrez d'autre chose avant que le cancer se manifeste, vous n'en souffrirez jamais. Si vous avez un surdiagnostic, la malade qui a eu le malheur de se faire dépister se retrouve avec un diagnostic de cancer. Et quelle malade devant un diagnostic de cancer ne se fera pas traiter? Elles se font toutes traiter. On trouve un cancer à la prostate chez les gens qui se promènent dans la rue au-delà de 65 ans, chez 40% d'entre eux. Donc si par malheur, qu'ils vivent tout à fait normalement, en ne sachant pas qu'ils sont cancéreux et en étant heureux de vivre. Si par malheur, ils tombent chez un médecin qui leur propose un dosage de sanguin, une seule petite prise de sang, et qu'on trouve un taux élevé, on va soupçonner qu'ils ont un cancer de la prostate. Et le drame va commencer, car peu de malades sont capables, quand on leur annonce un cancer, de dire « je m'en fous, surveillez-moi et ça me suffit ». La vidéo complète sera en barre d'infos elle aussi, n'hésitez pas à la regarder parce que c'est hyper important, je peux pas vous mettre des extraits immenses dans ma vidéo à moi là. En fait, la plupart des gens chez qui on décèle un cancer, quel qu'il soit, vont forcément demander un traitement. Ils ont tellement peur de mourir les gens. Donc forcément plus on dépiste, plus on trouve de cancer. Exactement comme avec les tests PCR, hein. Et par conséquent, plus on vend de la chimio. Alors que beaucoup de personnes vivent en ce moment même avec un cancer sans le savoir et ils pètent le feu, ils sont pas malades. Ils n'auraient donc pas eu besoin de cette chimio si on leur avait pas dit qu'ils avaient un cancer. Comme dit Guylaine Lanctot, un diagnostic c'est un sort que l'on te jette. On te diagnostique un cancer et là, bam, tu perds le moral, tu vis dans l'angoisse de mourir, tu pleures, tu entres dans toutes les plus basses vibrations possibles et tu tombes malade. C'est magique. Bref,
La seule vraie solution, c'est la prévention, les amis. Il y a des choses sur lesquelles on a du pouvoir. Choisir ce qu'on mange en est un. Bien sûr, ça ne fait pas tout, hein, je le répète. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur l'alimentation, si on veut faire tomber Big Pharma, on a juste à être en santé. C'est aussi simple que ça, entre guillemets. À quel moment bien manger et tout faire pour garder un système immunitaire solide et fort est devenu une option dans nos vies, est devenu une théorie du complot? C'est hallucinant, décourageant. Merci si vous êtes encore là à m'écouter. Alors les amis, j'ai ouvert un compte enfin sur VK, le Facebook russe. N'hésitez pas à m'y rejoindre, ça me ferait plaisir. Bien sûr, il y a les autres réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me rejoindre, Facebook, Instagram, tout ça. Tous les liens vont être en barre d'infos. Je compte sur vous. À bientôt les amis. Les amis, la chaîne est en péril. Elle ne peut survivre sans vos dons. Un tout petit geste, s'il est multiplié, peut devenir un très grand geste. J'ai besoin de vous. Je vous mets en barre d'infos les liens pour m'encourager. Merci infiniment.